Chers amis, merci de me donner l'occasion de venir prendre la parole. Partager quelques mots avec vous. Ça me fait grand plaisir et aussi honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Quelle salle incroyable! C'est incroyable, il y en a du monde. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner le fait que nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Mohawk, les nations Mohawk. Pour moi, la réconciliation, ce n'est pas qu'un mot. On ne peut pas que dire le mot. À chaque fois que l'on souligne les territoires sur lesquels nous nous trouvons, il est important également de souligner les injustices qu'ont subi les Premières Nations, les peuples autochtones, tout ce par quoi ils sont passés du point de vue historique et ce à quoi ils font face encore aujourd'hui. Non seulement nous reconnaissons les territoires où nous nous trouvons, ainsi que les injustices, mais nous nous engageons, tous autant que nous sommes, à corriger la situation. Et pour les néo-démocrates, cela veut dire que l'on mettrait sur place, on intégrerait à la loi la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Tout cela serait enchâssé dans la loi. Au nom de 700 000 membres engagés et dévoués de SCFP, je veux commencer par remercier évidemment Mark Hancock et Charles Fleury pour leur leadership. Merci. Et je veux vous remercier aussi. Merci aux délégués syndicaux, trésoriers, représentants de la santé et de la sécurité au travail et tous ceux et celles qui se battent pour améliorer la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs d'une nation à l'autre. Merci. Notre équipe de candidates et candidats compte plusieurs extraordinaires membres au employés du SCFP et je suis très fier de ça. Je pense que la majorité d'entre eux sont en train de frapper aux portes et en ce moment. Mais je veux qu'on donne un bon applaudissement pour ces gens. Donc, on a Sharnjit Singh à Brampton, Chris Stephen dans Bruce Gray Owen Sound, Nick Milanovich à Hamilton, Angela McEwen à Ottawa, Dustin Innes à Richmond, Randy Anderson-Fennell dans Delta, Laurel Collins à Victoria, oui. Et ici à Montréal, mon ami et chef adjoint du NPD, mon ami Alexandre Boulouris. Friends, I want to talk a little about Chers amis, j'aimerais vous parler un peu de ce qui se passe en Ontario. Beaucoup de nos chers amis vivent des moments très difficiles. Il y a les travailleurs de l'éducation, les enseignants qui font face à des coupures terribles mises de l'avant par M. Ford. Oui, vous pouvez huer, vous pouvez exprimer votre frustration. J'aimerais reconnaître que les travailleurs du SCFP ont pu obtenir une entente, une solution au moins temporaire, une tentative. Mais il faut garder l'esprit que les choses ne sont pas terminées. La situation est très difficile et la lutte continue. Nous savons qu'avec M. Ford, comme le font les conservateurs, ils vont aller de l'avant avec des coupures épouvantables dans le domaine de l'éducation, des soins de la santé, et ça va faire du tort, ça va faire mal. Donc, j'apprécie, je ne suis pas surpris, mais j'apprécie à quel point le SCFP lutte contre tout cela. Et on est à vos côtés pendant cette lutte. Tous ensemble, nous allons y arriver. Les amis, le Parti néo-démocrate et le SCFP, nous avons une mission commune. Nous avons un plan de non seulement lutter contre ces coupures ensemble, mais également nous voulons lutter contre la privatisation, peu importe où elle se trouve, parce que nous savons qu'elle présente une menace au service public, contre les travailleurs, et nous allons toujours lutter contre cette privatisation. Il ne suffit pas néanmoins de lutter contre les coupures ou de lutter contre la privatisation. Nous avons une autre mission commune, c'est-à-dire d'élargir les services publics, n'est-ce pas?
Nous savons qu'il s'agit des services sur lesquels comptent les travailleurs. Donc, nous nous engageons à travailler fort, à appuyer les travailleurs des soins de la santé pour les soins de longue durée, qu'ils aient le financement nécessaire pour s'occuper des gens. Nous allons appuyer également ceux qui travaillent sur les autoroutes, qui font tout ce qu'il faut pour maintenir l'infrastructure et faire en sorte qu'elle demeure sécuritaire. Nous allons également appuyer les travailleurs sociaux qui aident ceux qui sont les plus vulnérables. Nous serons là pour eux. Mais ces services publics sur lesquels nous comptons et qui bâtissent une société meilleure, eh bien, il y a une menace qui plane, il y a un problème à l'horizon. Et je vais vous expliquer quels sont ces problèmes. Pas tout le monde paye sa quote-part. C'est vrai, c'est la vérité. Nous avons un système au Canada, en fait de par le monde, qui est faussé. Un système selon lequel ceux qui se trouvent au haut jouissent de plus en plus de privilèges, profitent d'échappatoires, ils cachent leur argent, ils ne payent pas leur part. Et lorsqu'ils ne payent pas leur part, ils étouffent notre système du financement dont on a besoin pour livrer les services dont nous avons besoin. Une des façons de cacher leur argent, les gens qui sont au haut de l'échelle, là, une des façons dont ils s'y prennent. Donc, les Canadiens les plus riches ne payent pas leur quote-part parce qu'il y a des abris fiscaux. Ces abris fiscaux coûtent aux Canadiens des milliards de dollars. Une étude nous a démontré que ces abris fiscaux, à eux seuls, représentent 25 milliards de dollars de revenus qui nous échappent. 25 milliards de dollars par année. Bon, j'aimerais dire quelque chose très clairement. Il ne s'agit pas que du hasard. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon aléatoire. C'est une décision qu'a prise M. Trudeau et son gouvernement libéral et les gouvernements conservateurs précédents. Ils ont décidé, choisi d'accorder ces échappatoires à ces riches et puissants. Donc, par choix. Ils ont décidé, choisi, ils ont décidé de donner un break aux plus riches. Mais nous allons nous assurer qu'ils payent leur part, leur quote-part. Il y a d'autres choix également. Les libéraux ont fait ce choix. M. Trudeau a fait ce choix. Lorsqu'il est question de l'environnement, ils ont décidé de façon expresse de parler, de dire des belles choses à propos de l'environnement, du climat. Pendant la campagne électorale, il a beaucoup parlé de l'environnement et de la crise. Il a professé de belles paroles, c'était bien beau, c'était bien élégant, et ça a donné quoi? Des promesses vides. Des belles paroles et c'est tout. Mais, encore une fois, c'est une décision. Il a décidé de parler de l'environnement, mais d'acheter un pipeline. Il a dit qu'il fallait lutter contre la crise climatique et finalement, regardez, il n'accorde pas, il ne force pas ceux qui polluent le plus de payer leur part. Il a dit qu'il allait arrêter de subventionner tout ce qui est fossile combustible, mais finalement, il finance ce secteur. Mais nous avons un plan qui dit qu'il ne faut pas choisir entre l'économie et l'environnement. Aux jeunes qui sont descendus dans la rue à travers toute la communauté, dans toutes les collectivités, peut-être même ici à Montréal. 500 000 jeunes sont descendus dans la rue. Ils ont exigé que l'on agisse. Normalement, c'est l'inverse. Normalement, on dit aux enfants quoi faire, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, les jeunes ont dit « Nous avons peur ». On pense à l'avenir et on se demande à quoi ça va ressembler. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? On voit beaucoup de désespoir, beaucoup d'incertitudes. Et ces jeunes ont exigé que l'on agisse et ont exigé de la part du gouvernement qu'il agisse. Et Trudeau leur a tourné le dos. M. Trudeau
a décidé de se tourner vers les puissants. Nous, on choisit les jeunes. Nous, on choisit l'avenir, leur avenir. Nous allons appuyer ces jeunes. Nous choisissons la planète, l'environnement. Nous croyons être capables de créer de centaines de milliers d'emplois dans la lutte contre la crise climatique. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Et voilà pourquoi notre plan, notre projet est de bâtir 300 000 pays pour rénover les maisons. On va mettre fin aux subsides des fossiles combustibles. On va investir dans l'énergie renouvelable. Nous allons dire à nos enfants que nous sommes là pour eux et on va se battre avec toute l'énergie que nous avons. Nous allons laisser personne pour compte, aucun enfant pour compte. On choisit l'avenir et on va être ensemble pour y arriver. Je sais que chacun d'entre vous fait déjà votre part. Vous faites déjà des choix intelligents pour notre planète. Je pense que c'est maintenant le temps d'avoir un gouvernement à Ottawa qui va, lui aussi, faire sa part. Nous allons montrer l'exemple sur la scène internationale. Nous allons être un champion mondial de fabrication de véhicules électriques. Quand vous ouvrez la lumière, nous allons nous assurer que l'électricité vient d'énergie propre. Nous allons nous assurer que vos déplacements pour aller travailler sont plus écologiques. Et nous allons nous assurer que les bâtiments sont éco-énergétiques de Victoria et Saint John et doivent faire partie de la solution et non du problème climatique. Oui. Et quand nous allons mettre en action notre plan, nous allons nous assurer de ne pas laisser tomber personne. Now, I'm sure you started to notice this. Vous avez dû commencer à le remarquer qu'il y a deux Justin Trudeau. Il y a celui qu'on voit en public et il y a celui qui fait des choses tout à fait différentes dans la vie privée. Il y a le Justin Trudeau de 2015 qui a promis des tas et des tas de choses qui devaient améliorer le sort des gens. Et ensuite, il y a une version 2019 de Justin Trudeau qui ne respecte pas ses engagements et professe toutes sortes d'excuses. Quelqu'un qui, derrière les portes, transige avec les puissants pour soutenir leurs profits au lieu d'aider les gens. J'aimerais parler de la réforme électorale. Vous savez combien de fois il a parlé de réforme électorale à la dernière campagne? Plusieurs fois, c'est vrai. Oh oui, il y a quelqu'un qui a deviné quelque chose, c'est pas pire. 1800 fois. On a compté le nombre de fois. 1800 fois, il a promis qu'il y aurait des réformes. Est-ce qu'il a livré la marchandise? Non, il n'a pas livré la marchandise parce qu'il a appris que ce que les gens voulaient, c'était une représentation proportionnelle et que cela ne lui viendrait pas en aide, ne tiendrait pas son parti au pouvoir. Donc, il a décidé de bannir ce système. Il a lutté contre M. Harper, il l'a critiqué, il l'a pointé du doigt à maintes et maintes reprises. Il a promis de changer la guerre sur l'environnement, changement climatique. Et devinez pourquoi il a mis de côté cette promesse après 4 ans. Il a abandonné cette promesse de faire quelque chose de tout simple, de mettre fin aux subsides de combustibles fossiles. Pourquoi pensez-vous qu'il a brisé sa promesse? Il a rencontré des lobbyistes en faveur du pétrole et du gaz 1500 fois en 4 ans. Il les a rencontrés 1500 fois. Vous imaginez combien de fois il les a rencontrés en une semaine? Son gouvernement a rencontré ces puissants-là. Et au lieu d'écouter ces jeunes qui exigent de l'action, il a écouté ces entreprises, le secteur gazier et pétrolier. Il continue à accorder des exemptions à tous ces pollueurs et, en plus, il a acheté un pipeline. Ce sont des décisions. Ce sont des décisions qu'il prend. Il a des choix, mais en fait, il travaille en faveur des puissants. Il ne travaille pas en votre nom. Ensuite, il a fait autre chose, une autre promesse. Il a dit qu'il allait être l'allié des travailleurs pour les syndicats. Vous savez ce que ça a donné, ça?
Nos amis, les travailleurs de la Poste, ont exigé la justice sur deux fronts. Voulaient s'assurer que personne ne soit blessé parce que ces travailleurs ont subissent des blessures 5 fois plus en moyenne qu'un travailleur typique de la fonction publique. Et ces travailleurs sont souvent des travailleuses, sont des femmes et ne sont pas payés au même niveau. Elles veulent être payées de façon juste. Eh bien, au lieu de les aider, ces travailleurs, il a décidé de leur imposer le retour au travail. Il a légiféré un retour au travail de la pire des façons possibles. Il n'a permis aucun débat. C'est pire que ce qu'avait fait M. Harper, si c'est même imaginable. Qui plus est, son ministre des Finances ainsi que Trudeau ont attaqué, ni plus ni moins, le régime de retraite des travailleurs. Donc, ont attaqué les plus vulnérables. Lorsque les gens prennent leur retraite, espèrent la dignité, eh bien, il a attaqué même ça. En plus, lorsque nos confrères et nos consoeurs chez Sears ont eu à vivre une faillite, les lois sur la faillite veulent dire que les travailleurs n'étaient pas du tout prioritaires. Les financiers riches, les banques, eux, étaient prioritaires. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il agi? Eh bien, il n'a rien fait. Ils s'en sont tirés indemnes, les riches, les puissants. Nous, notre projet, il est différent. Notre plan est le suivant. Si vous voulez bien gagner votre vie, vous voulez faire partie de la classe moyenne, de se joindre à un syndicat, c'est la meilleure façon d'y arriver. En plus, si les travailleurs qui passent leur vie à travailler fort et se sacrifier pour leur entreprise, et si par malheur l'entreprise pour laquelle ils travaillent fait faillite, eh bien, on va changer les lois. Et au lieu de se trouver sur le bas de la liste des priorités, ce sont les travailleurs qui seront en haut de la liste. Leurs prestations, leur salaire, leur protection, leur régime de retraite sera protégé parce que nous, on se lève et on se bat pour les travailleurs. On est là pour vous. Cette fois-ci, encore, il a promis de faire quelque chose pour l'assurance médicaments. On l'a entendu en 2015. Il a promis de baisser les coûts de l'assurance médicaments. Une promesse toute simple qui aurait voulu dire que cela coûte moins cher aux familles. La promesse était la suivante. Il a dit, le conseil qui établit le prix des médicaments a demandé une liste de pays. Tout simple, une liste de pays. Et avec cette nouvelle liste de pays, ils allaient pouvoir établir des prix plus faibles pour les médicaments. Cela allait permettre aux familles d'économiser des milliers de dollars. M. Trudeau a promis de le faire en 2015. 4 ans plus tard, c'est toujours pas fait. Encore une fois, on s'est posé la question, pourquoi il n'y arrive pas? C'est tout simple. Soumettez une liste de pays pour apporter les changements nécessaires à la loi et cela va permettre au Conseil et à la Commission de baisser les prix des médicaments. Pourquoi ne pas accorder cela? Pourquoi ne pas vouloir aider ces familles qui ont de la difficulté parce que les médicaments coûtent si cher? Eh bien, la raison est la suivante. Durant ces 4 années où il était au pouvoir, son gouvernement a rencontré les lobbyistes de la pharmaceutique. Combien de fois les a-t-il rencontrés? Oui, bien des fois, oui, plusieurs fois, beaucoup de fois. Bonne réponse. Là, il y a quelqu'un qui exagère quand même. Quoique ça ne m'étonnerait même pas. Au fil des 4 années, 875 fois dans ces eaux-là. Donc, après 4 ans, M. Trudeau, encore une fois, a montré qu'il préfère protéger les profits de l'industrie pharmaceutique au lieu des familles qui luttent avec le coût de leurs médicaments. Encore une fois, c'est une décision. Il avait le choix. Il a décidé d'opter pour ce choix. Alors, pourquoi le croirions-nous aujourd'hui? Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Hell no, quelqu'un a dit. Vraiment pas. Ouais, j'ai mon ombre là qui me suit.
Vous allez me suivre partout, là. Il y a quelqu'un qui fait écho à ma voix, j'adore. Et maintenant, il nous dit que oui, il va s'occuper de l'assurance médicaments. On va dire les choses clairement, c'est pas son intention. Il n'a nullement l'intention de nous accorder un système universel, un système d'assurance médicaments qui couvre tout le monde. Mais je vais vous dire quelque chose, moi, je ne suis pas M. Trudeau. Je suis différent de M. Trudeau. Lui, il travaille pour les puissants, les compagnies pharmaceutiques, les lobbyistes. Il les écoute quand ils parlent. Moi, je les écoute pas, je travaille pas pour eux, je travaille pour vous tous, ici. Et parce que je travaille pour vous tous, je vais m'assurer que si vous avez besoin de médicaments dans ce pays, vous utilisez votre carte d'assurance maladie et non pas votre carte de crédit. Tout le monde a accès aux médicaments dans notre pays. On parle d'assurance maladie universelle pour tout le monde. Qu'aucune relation n'était plus importante que sa relation avec les peuples autochtones. Nous savons depuis des décennies que l'eau à Gracineros est polluée par le mercure et que ça détruit des vies. Mais quand M. Trudeau s'est fait interpeller à ce sujet par une militante de la communauté à une activité de financement, qu'est-ce qu'elle a fait? Il s'est moqué d'elle. Et juste la semaine dernière, Justin Trudeau a décidé de traîner les enfants des Premières Nations devant les tribunaux. Une fois de plus, au lieu d'accepter le jugement qui dit que le gouvernement a fait preuve de discrimination contre des enfants autochtones, il a décidé de le contester. Ce n'est pas comme ça qu'on mène une relation de réconciliation. Et cette fois, ils n'attendent même pas que l'élection soit finie pour commencer à briser ces promesses. Les libéraux parlent d'une assurance médicaments depuis 22 ans. 22 ans! Et Justin Trudeau nous a vraiment fait croire que cette fois-ci, ça serait différent. Encore une fois, il a dit tout ce qu'il fallait dire et nous a fait croire en ses promesses. Jusqu'à temps que son gouvernement rencontre les grandes pharmaceutiques de les compagnies d'assurance et leurs lobbyistes plus de 475 fois. 475 réunions en cachette. And that's what we get from Mr. Trudeau. C'est cela que l'on obtient de M. Trudeau. Des belles paroles, mais rien en pratique. 22 ans qu'on parle de cette assurance médicaments. Encore une fois, il protège les intérêts des grandes compagnies pharmaceutiques, mais les familles, il les laisse pour compte. Je vais vous parler de l'importance de cette assurance médicaments. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Pour moi, mais c'est très important pour tout le monde. J'ai rencontré une personne toute jeune, une personne de 10 ans, et qui vit avec une maladie chronique grave. Et il est obligé de prendre des médicaments, des pilules, des injections de toutes sortes. Et il faut vraiment que je sois à mon affaire, parce que sinon, je peux mourir. Donc vraiment, il faut que je fasse très attention. Et j'en revenais pas à quel point il était assez cavalier quant à sa façon de parler de sa propre mort. Il a dit, inquiétez-vous pas de moi, je vais être correct, je suis capable, je sais quoi faire, je suis organisée, je peux prendre mes médicaments, et je dois en prendre beaucoup, et beaucoup d'injections, c'est vrai, mais ce qui m'inquiète, c'est ce que ça coûte à mes parents. Un enfant de 10 ans, et il s'inquiète du fardeau qu'il représente pour ses parents. Vous savez, j'ai rencontré une jeune femme, toute sa femme, elle était en super bonne santé, elle n'a jamais besoin de médicaments ou d'assurance de quoi que ce soit, elle était en très bonne santé. Finalement, elle a reçu son diagnostic de diabète de type 1. Voilà, c'est arrivé d'un seul coup. Et du jour au lendemain, elle a eu besoin de médicaments. Elle faisait sa maîtrise vers la mi-vingtaine lorsque ce diagnostic lui est tombé dessus. Donc là, elle doit commencer à prendre beaucoup de médicaments pour contrôler sa maladie.
Et elle avait une couverture. Elle a dit, malgré ça, on ne couvre pas tous les médicaments dont j'ai besoin. Elle a dit qu'elle avait besoin de payer des milliers de dollars juste pour rester en vie. Et c'est un facteur de stress pour elle. Elle a un bon travail, elle a une maîtrise, elle travaille très fort. Elle s'inquiète des coûts. J'ai rencontré des personnes âgées. Lorsque je frappais aux portes, Mark me donnait un coup de main là-dessus. Et j'ai rencontré un couple. À une porte, c'est un mari et une femme qui m'ont dit que leur plus grand souci, c'était le coût des médicaments. Ils avaient une couverture, les deux. Cependant, ils avaient des problèmes de santé et leur couverture nécessitait une franchise de 2 500 $ chacun. Donc, ils devaient dépenser 5 000 $ comme famille avant d'obtenir les prestations. Et M. Scheer, que 95% des Canadiens ont une couverture, mais avec ça, c'est vraiment pas une couverture adéquate. Vous savez, M. Trudeau dit à ces gens-là, à ces familles, écoutez, attendez encore 4 ans, attendez, tout va aller bien dans 4 ans, peut-être on va y arriver, peut-être on va faire une autre étude qui répète la même chose, à savoir que nous avons besoin de l'assurance médicaments publique pour tous. Mais nous disons, eh bien non, on n'attendra pas 4 ans à ce jeune, je lui dirai, on ne va pas encore attendre 4 ans. Tu ne seras pas un fardeau et je m'assurerai que cette jeune femme peut se payer ses médicaments et à ce couple, on va leur dire, vous aurez les médicaments dont vous avez besoin. Parce que nous sommes engagés vis-à-vis de l'assurance médicaments universelle pour tous. Nous y croyons et nous allons réaliser cela. Mais ça ne se terminera pas là. Nous savons que les gens ont besoin d'une couverture médicale qui les couvre du pied à la tête, une couverture qui sera là pour elles et eux quand ils en ont besoin. Et M. Trudeau, donc, voulait remplacer les coupures que les conservateurs avaient fait, mais depuis des décennies, il y a eu des coupures. Avant, c'était un partage 50-50 au niveau des coûts de la santé. Maintenant, c'est plutôt 25-75 %, c'est-à-dire les gouvernements provinciaux reçoivent la moitié du financement qu'ils recevaient avant. C'est pour ça que les salles d'urgence sont bondées, parce qu'on a pris des décisions par les conservateurs et par les libéraux pour rendre la vie plus difficile pour les gens. Ils ont facilité la vie pour les riches, mais plus difficile pour les gens qui ont besoin de soins de santé. Je vous dis ceci, non seulement on va s'assurer qu'il y a de l'assurance médicale universelle pour tous, mais pour des personnes qui doivent se rendre à l'hôpital parce qu'ils ont un problème dentaire, nous savons qu'on peut aller à l'hôpital et on peut se faire opérer au cœur, mais si vous avez un problème de dents, ils vous donnent des analgésiques, ils vous rendent à la maison. Et vous rentrez à la maison. C'est pas logique dans un système de santé qu'on peut couvrir des procédures aussi compliquées. Cependant, on ne couvre pas les procédures dentaires dont on a besoin pour avoir une bonne santé buccale. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous allons mettre sur pied un problème universel dentaire qui couvre chaque personne au pays. Cependant, nous allons commencer immédiatement avec un plan qui est public. C'est un régime d'assurance publique qui couvre 4 millions de Canadiens. Les personnes qui gagnent 70 000 et moins seront immédiatement couvertes d'ici 20 000 en vertu de notre plan. C'est réalisable. Nous allons économiser des milliers de dollars par famille. Ça va faire une énorme différence dans leur vie. Nous pouvons y arriver. En santé et pour enlever de la pression sur nos hôpitaux. C'est aussi, I'm going to wait for you guys to get your earphones back on. You got it? This is good stuff in French. C'est aussi un plan pour que la vie coûte moins cher. Avec l'assurance médicaments entièrement publique, les ménages vont épargner en moyenne 500 $ par année, même si vous avez déjà une couverture d'assurance. Et notre programme pour les soins dentaires pourrait sauver aux familles de la classe moyenne environ 1 200 $ par année. Now, a lot of people are going to say, well, how are you going to pay for this? Il y a des gens qui vont dire, mais écoutez, comment on va payer ça? Comment couvrir les frais des assurances médicales universelles? Comment couvrir les frais de régime dentaire? Je vous donne un exemple très rapide. Depuis 1 an, M. Trudeau a fait les promesses suivantes.
c'est-à-dire il s'est engagé à encourir les dépenses suivantes. Il a acheté un pipeline qui a coûté 4,5 milliards de dollars. Dans l'énoncé économique de l'automne, il a donné 14 millions de dollars aux plus grandes sociétés riches pour acheter des jets et limousines privées. Il a également dit aux grandes sociétés riches qui devaient 6 milliards de dollars en prêts au gouvernement, il leur dit, écoutez, on vous pardonne ces prêts. Donc, il a pardonné 6 milliards de dollars en prêts aux grandes sociétés. Mais ça, c'est 25 milliards de dollars en dépenses et pas un sou a été versé aux familles. Chaque dollar a été consacré aux familles les plus riches, c'est-à-dire les grandes sociétés les plus nanties. Mais notre plan, qui immédiatement permettrait de couvrir plus de 4 millions de Canadiens qui actuellement n'ont pas de couverture dentaire, donc on va le faire immédiatement, ça coûterait moins de 1 milliard de dollars. 850 millions. Donc, ça veut dire que M. Trudeau, en une seule année, a dépensé 25 ans plus que ce seul plan qui vise à couvrir 4 millions de Canadiens pour les soins dentaires. C'est une question de choix, c'en est un. Mais nous allons également demander ceux qui sont en haut de l'échelle de payer un peu plus. On va imposer les multimillionnaires. On va demander à ceux qui ont des fortunes de plus de 20 millions de dollars de payer un peu plus. Grâce à cette taxe, nous allons soulever 70 millions de dollars. Milliards, pardon. Nous allons fermer les échappatoires, nous allons mettre fin aux abris fiscaux pour les grandes sociétés, nous allons nous assurer que les bien nantis payent leur juste part. M. Trudeau va nous dire cependant, mais non, c'est pas possible, on a les moyens de se payer l'assurance médicaments ni les soins dentaires. Je vais dire ceci à M. Trudeau. Je dis, écoutez, votre ministre des Finances s'est servi des abris fiscaux offshore, votre président du Conseil des Trésors s'en est servi également, deux de vos ministres du Conseil des ministres se sont servis de ces abris fiscaux offshore. Comment dire aux Canadiens que nous n'avons pas assez d'argent pour couvrir les frais de l'assurance médicaments ou assurance dentaire si deux de vos ministres les plus puissants ne payent pas leur juste part? On va dire non, ils devront payer leur juste part. On va mettre fin à ces abris fiscaux offshore et on va réinvestir dans des gens. On refuse de travailler avec les puissants, on travaille pour les gens. On demande aux plus nantis de payer leur juste part, mes chers amis. Les gens à bâtir une meilleure qualité de vie. De l'autre côté, vous avez Justin Trudeau qui a investi 19% de moins dans le logement que Stephen Harper. Il faut la faire. Et il n'a rien fait pour empêcher la flambée des coûts de l'habitation au Canada. Je ne veux pas voir des jeunes obligés de quitter les quartiers où ils ont grandi. C'est pourquoi les néo-démocrates vont construire 500 000 nouveaux logements sociaux et abordables que les gens peuvent se payer. Et en plus, nous allons créer une allocation logement pour donner aux Canadiennes et Canadiens un répit pouvant attendre 5 000. And we have a plan. Et nous avons un plan pour nous assurer de bien s'occuper des gens qui se sont occupés de nous, c'est-à-dire les personnes âgées. Chers membres du SFP, vous êtes aux premières lignes de cette crise. Vous avez constaté les répercussions découlant des coupures faites par les conservateurs et les libéraux. Qu'est-ce que ça veut dire pour les aînés? Ça veut dire moins d'heures de soins qui leur sont allouées, des familles qui n'en peuvent plus, des aînés qui doivent attendre de l'aide alors que les travailleurs donc sont débordés. Pour mieux faire, nous allons créer une norme nationale pour les soins de longue durée. Ça veut dire que les résidents vont profiter des heures et la qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent.
et nous garantissons que le financement sera disponible pour les soins. Nous allons entériner les normes dans la loi de la santé du Canada. Donc, aucun gouvernement peut couper dans les niveaux de financement des soins de santé. Plus jamais. Permettez-moi de parler d'un autre point qui concerne les résidences des soins de longue durée. Et ça se produit dans les hôpitaux et dans les centres de soins, également dans les écoles. Et ça, c'est la violence contre les travailleurs de la fonction publique. Je suis vraiment désolée que ce soit un enjeu que je dois aborder ici. Et je suis désolée que vous êtes obligés de passer par là et que vos collègues et vos amis ont eu cette vécu. J'en suis désolée, mais on peut faire beaucoup mieux. Je sais que les solutions ne seront pas faciles, la question est compliquée, mais je dois dire ceci. Lorsque les gouvernements font fi des problèmes, le résultat, c'est que le milieu de travail est moins sécuritaire pour tous. Et je crois réellement qu'on ne doit pas être obligé d'accepter cela. Je crois que nous pouvons faire plus, et nous allons d'ailleurs faire plus. Nous pouvons élaborer des mesures de protection, nous pouvons sensibiliser les gens, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour nous assurer que ce manque d'action que nous avons vu depuis trop longtemps cessera. Aucun travailleur, aucune travailleuse ne devrait jamais avoir peur de la violence au travail. Aucun travailleur ne devrait être obligé de passer par là. Je m'engage à travailler avec vous pour trouver ces solutions. Et merci pour tout votre travail qui est tellement important. Au cours de cette élection, il y aura des gens qui vont dire que oui, il faut arrêter les conservateurs. Et je suis d'accord. Certainement, il faut arrêter les conservateurs. Mais il y a des choses qui vont attirer certaines personnes. Elles vont dire que oui, on va vous donner un peu d'argent de plus, qu'on va réduire les impôts. Et nous savons que certainement, les conservateurs vont réduire les impôts. Mais surtout, ils réduisent les impôts pour les plus riches. Ou bien ils vont peut-être réduire un petit peu l'impôt des familles, leur donner un peu plus de sous. Mais qu'est-ce qu'ils vont couper également? Eh bien oui, ils vont réduire tous les services dont ont besoin vos familles. Ils vont réduire les services de santé, d'autres services publics, et cela va coûter beaucoup plus cher aux familles. Et nous devons rester vigilants. Ne permettez pas au message des conservateurs de pénétrer. Rappelons ceci aux gens. Lorsqu'on vous offre quelques dollars en réduction d'impôts, ils vont prendre des centaines de dollars en termes de services. Et ça va être beaucoup plus cher pour les familles parce qu'elles vont finir par payer plus. Et savez-vous quoi? Que font les conservateurs? On a d'exemples extraordinaires, horribles plutôt, des conservateurs. Il y a M. Ford en Ontario. C'est une personne qui a déjà montré ce qu'il fait aux familles et réduit les services, l'éducation, la santé. Il réduit les services pour les plus vulnérables, les enfants souffrant d'autisme. Et c'est également quelqu'un qui nie complètement la crise climatique, qui ne comprend pas que telle crise existe. Donc, il va falloir se protéger contre ça. Et M. Scheer, évidemment, il y a des problèmes énormes. C'est une personne qui a des candidats qui sont anti-LGBTQ. Il va également permettre aux candidats contre l'avortement de se présenter qui sont déjà là. Et nous savons que c'est un problème. Nous savons qu'il va réduire les services, il va contester des droits importants. Et c'est pour cette raison qu'à mon sens, c'est très préoccupant qu'Elizabeth May ait dit que son Parti vert pourrait accepter tout cela. Elle a dit qu'elle serait prête à soutenir un gouvernement de Andrew Scheer. Et écoutez, c'est exactement ce qu'elle a dit. On ne peut pas inventer ça. Elle a également dit qu'elle permettrait tout membre du Parti vert donc de voter selon leur conscience sur toute question. Elle a dit à la télévision, donc elle ne peut pas changer ses propos. Elle a dit qu'elle ne ferait rien pour empêcher un député du Parti vert de rouvrir les débats sur l'avortement. Et à vrai dire, elle a dit que ce serait une bonne chose. Ce sont ses vrais mots. Et certainement, elle n'insisterait pas que ces députés contreraient et se battraient pour la loi du retour au travail. Regardons ce qui est arrivé en Colombie-Britannique, où le Parti vert s'est battu contre le gouvernement néo-démocrate lorsque le gouvernement essayait de faciliter l'adhésion à un syndicat. Donc, mes amis, le Parti vert n'est pas ami du monde des travailleurs et du monde syndical, pas du tout.
Mais surtout, lorsqu'on ne vient pas en aide à nos travailleurs et travailleuses, ça nous fait tous du mal. Et lorsque on ne s'assure pas que les gens puissent bien gagner leur vie et qu'on se mette ensemble pour lutter contre la crise climatique, je sais que ça fait du mal à tous. Donc, parlons franchement. Moi, je me présente pour devenir votre Premier ministre, pour être le Premier ministre du Canada, pour apporter un changement qui donc met l'accent sur les gens, qui soutient les gens, qui se bat pour la classe ouvrière, pour nos confrères, consoeurs et pas pour les riches. Je travaille pour vous tous. Chers amis, évidemment, je ne peux pas contrôler l'élection, donc si les électeurs choisissent un gouvernement minoritaire, et certains le prédisent, mais s'ils le font, j'aimerais dire une chose clairement, à la différence de Mme May, qui a dit qu'elle serait prête à soutenir les conservateurs, je l'ai dit très, très clairement que je refuserais de soutenir un gouvernement conservateur, peu importe ce qui arrive. Absolument pas. Donc, nous luttons contre les conservateurs. C'est vous que nous représentons. Le Canada se contente de moins. Et je sais que nous n'avons pas à nous contenter de moins. Les élections, c'est un peu comme être à la table de négociation. Et je sais que les membres du SCFP savent comment ça marche. Vous savez que si nous acceptons moins maintenant, les choses vont être pires dans 4 ans. Encore plus des choses sur lesquelles on peut encore compter vont disparaître. À la table des négociations, accepteriez-vous des concessions qui nuiraient aux travailleuses et travailleurs? Non. Alors, n'acceptons pas des concessions d'honneur non plus. Justin Trudeau vous demande d'accepter encore 4 ans d'un gouvernement qui facilite la vie pour les multimillionnaires et les grandes sociétés et qui va rendre la vie plus difficile pour le reste d'entre nous. L'élection, c'est une question de choix. M. Trudeau choisit les lobbyistes de l'industrie pétrolière et gazifère et achète un pipeline de 4,5 milliards de dollars. Moi, je vise un nouveau deal pour les personnes et je suis pour le climat. Trudeau a aidé les grandes sociétés de ne pas faire face aux tribunaux, mais il fait traîner les jeunes autochtones devant les tribunaux. Moi, j'opte pour la réconciliation. M. Trudeau décide de protéger les bénéfices des grandes compagnies pharmaceutiques et moi, j'opte pour ceux qui ont besoin des médicaments et des soins dentaires. Justin Trudeau décide de donner encore un autre 14 milliards de dollars en abris fiscaux, en réduction d'impôts aux riches. Et moi, j'opte pour les personnes et je travaille pour les personnes qui ne savent pas si elles vont un jour pouvoir se payer une maison. Mais voilà ce qu'il en est, chers amis. À répétition, M. Trudeau opte pour les riches, les puissants. Il les met avant vous et vos familles. Maintenant, il vous demande de l'élire. Il veut vous faire peur pour élire un gouvernement qui n'est pas là pour les travailleurs et travailleuses. Mais permettez-moi de dire ceci clairement. Il y a un autre choix. Nous pouvons créer le pays de nos rêves si nous avons le courage de nous battre pour en avoir plus. M. Trudeau a fait son choix. Moi, c'est vous que je choisis. J'ai besoin de votre aide. Allez voter ce week-end. Assurez-vous que vous votez. Parlez-en à vos amis. On peut choisir une meilleure voie.
On parle d'options. Dites-leur que oui, il y a la voie néo-démocrate. Donc, faisons-le ensemble. Merci beaucoup, chers amis. Merci. On peut choisir différemment. On peut obtenir des résultats différents. Merci.